Mesdames et messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver à l'occasion de cette nouvelle rencontre avec un artiste. Ce soir, eh bien, nous allons nous entretenir avec Alain Joséphine, que vous allez découvrir au cours de ces 2 heures, donc environ 1h30 de discussion entre Alain et moi. Et puis ensuite, eh bien, la parole sera au public, de sorte à ce que d'autres questions puissent émerger. J'ai, comme les autres fois, soumis un certain nombre de questions à Alain, de façon à ce que déjà il puisse se préparer, puisse préparer les réponses, mais surtout qu'il puisse préparer les documents, les images, les œuvres qu'il va nous présenter et qui vont nous permettre, eh bien, d'entrer véritablement dans sa pratique picturale, puisque la pratique de Alain qui va nous être présentée ce soir, c'est la peinture, sachant que par ailleurs, et ce sera évidemment évoqué, Alain est un artiste complet, puisque en plus de la peinture, eh bien, il pratique de manière très soutenue la musique et la poésie. Mais nous y reviendrons tout à l'heure. Voilà, donc d'abord, moi je suis très heureux de retrouver Alain Joséphine ici même, parce qu'il a été étudiant il y a bien longtemps dans ce même lieu, donc ça aussi, eh bien, ce sera l'occasion d'une question pour avoir son sentiment sur le retour. Le retour dans ce lieu. Alors, la première question que je vais poser à Alain, c'est sur la relation de sa pratique picturale actuelle avec ce que j'appellerais une réminiscence d'enfance, parce que, semble-t-il, eh bien, ces peintures ont quelque chose à voir avec un contexte, avec un environnement, avec un lieu. Donc, Alain, que penses-tu de cette idée de réminiscence d'enfance ? Tout d'abord, bonsoir à toutes et à tous. Vraiment, je suis très, très heureux, même ému d'être ici ce soir en compagnie de Dominique. Et parce que ce lieu a été le lieu où a commencé notre amitié, oui, absolument. Et puis de retrouver des amis qui sont là dans la salle aussi. Voilà, donc très, très content. Et donc on va évoquer effectivement ce que je fais en ce moment et tout ce qui contribue à donner visibilité à cela, à la peinture. Et concernant ta question, il y a une phrase qui m'est venue en tête, que mon père répète souvent, mais que j'ai lu aussi dans un livre qui s'appelle Éloge de Merleau-Ponty, de Saint John Perse, et qui dit ceci: sinon l'enfance, qu'y avait-il alors qu'il n'y a plus? Et je crois que cette phrase va introduire un petit peu l'analyse de l'image que nous allons faire maintenant. Et je me rends compte a posteriori, en regardant ce petit garçon qui est moi, il y a quelques années, dans ce cadre, cette cour intérieure de la maison parentale qui ouvrait sur le ciel, et avec ce soleil qui tapait donc sur ma peau, sur le buste nu, parce qu'on est souvent comme ça, hein, quand on est jeune. Si on analyse cette image, on voit que cette cour intérieure, en fait, elle est dans une maison qui se porte sur un morne, en fait. Et que sur la droite de l'image, on devine le ciel, mais qu'il y a une grande palissade, une grande balustrade qui donne sur le vide. Cette maison, elle est en face d'un autre morne, et face à elle, il y a le vide de ce qu'on appelle les fonds qu'il y a entre les différents mornes. Et je me rends compte que dans cette image, il y a déjà la question du lieu et du contexte, parce que tout était déjà là. Cette enfance qui me nourrit, qui nourrit ma peinture,
elle est là, présente dans cette image, dans cette luminosité, dans ce rapport du corps par rapport à cette luminosité, à ce climat qu'on a aux Antilles, cette portion de ciel qui était tout le temps au-dessus de ma tête, ce vide qui côtoyait ce ciel, et cette crête du monde qui était aussi visible et bien, lorsque je portais mon regard sur le monde que j'appelle le monde d'en face. Alors c'est très comique parce que si vous regardez la maison qui est à droite du cocotier qui se trouve à gauche, nous apercevons la maison de Ricardo Osier-Lafontaine, puisque voilà, il a vécu au même endroit que moi, mais sur l'autre versant du monde. Voilà, c'est assez rigolo. Donc oui, je me souviens dans cette enfance c'est d'abord le souvenir d'une topographie donc. C'est le souvenir d'un sud de la Martinique, d'une campagne à Rivière-Pilote, à Rigal, qui n'est pas un paysage plat, mais qui est un paysage où la nature est extrêmement abondante. Cette nature a un rôle très prégnant, c'est-à-dire que j'ai vécu vraiment à l'intérieur, dans cette nature, et avec cette lumière, avec cette façon dont le ciel a de se projeter derrière les mondes. Et je veux dire que tout ça, ça m'a beaucoup marqué. Cette enfance, c'est aussi le souvenir d'un milieu avec des parents dans l'enseignement et un père très porté sur la philosophie. Donc il y avait ce rapport en même temps à la nature très fort et puis ce rapport aux livres très fort aussi. Il y avait beaucoup de livres à la maison, beaucoup de livres. Donc cette relation entre quelque chose de très naturel, on vivait presque en autarcie. Je veux dire que pendant très longtemps, pendant 14 ans, nous avons vécu sans eau, sans électricité, sans téléphone. Nous allions chercher de l'eau dans des jerrycans au bout de Rivière-Pilote. Bon, bref, il y avait cette espèce de situation presque en autarcie. Donc ce rapport était presque forcé. Quand je disais à mon père que je m'ennuyais, il me disait, mais écoute, va cueillir des mangos, va. Eh bien oui, je montais dans les arbres, je mangeais des pommes d'eau, et puis voilà. Et c'était ça mon enfance, en fait. Donc, des sensations très fortes, des moments de silence, de communication avec la nature, qui étaient vraiment très forts. Cela, évidemment, a construit une sensibilité particulière, et qui a donné plus tard, qui a nourri plus tard ma pratique. Je voulais dire aussi rapidement que sur cette enfance, très tôt, ma mère nous a mis tout de suite en rapport avec les choses, on va dire, culturelles. Donc moi, j'ai fait très tôt du chant, j'ai beaucoup chanté dans les chorales, j'ai fait de la danse, j'ai fait du piano, j'ai fait du solfège, j'ai fait du théâtre. J'ai écouté beaucoup de musique classique parce que ma mère écoutait du classique, mon père plutôt du jazz, du gros cas moderne. Enfin bref, il y a une cette espèce de contexte qui, je me rends compte maintenant, en faisant ce retour sur ma propre vie, je me dis, mais en fait, tout était déjà là, en fait. Et quand je mets cette phrase en exergue, si dans l'enfance, qu'y avait-il alors qu'il n'y a plus? Eh bien, je crois que dès l'enfance, les choses sont déjà jouées. Et si l'on veut vraiment se comprendre, eh bien, des fois, il faut souvent retourner dans ces lieux. Et c'est ce que je fais souvent quand je reviens en Martinique. Je reviens dans ces lieux, je me ressource, comme on dit. Je retrouve ces sensations, ces lianes que je retrouve maintenant dans ma peinture, cette luminosité, cette façon dont la lumière a de sculpter l'espace. Et bien voilà, tout était déjà là. Que dire aussi, la présence très importante de la mer, puisque j'étais à la campagne, mais mon père était un grand voileux, donc il a créé le club de voile de Rivière-Pilote. Donc tous les dimanches on était à la mer, donc il y a eu cette relation entre la mer et la campagne, quelque chose bien que je retrouve malgré moi dans mes peintures aussi.
Et donc, tout était déjà là, à ce niveau. Donc ceci montre bien la dimension déterminante du lieu, la dimension déterminante d'un contexte, d'un environnement qui va imprégner une sensibilité, une conscience et qui va donc se retrouver plus tard dans ta pratique picturale. Alors, si tu veux, on va maintenant évoquer peut-être la période de tes études dans l'enseignement supérieur, à commencer par l'ERAP. Tu es un des premiers étudiants de cette fameuse école. Donc ERAP, c'était École régionale d'art plastique de Martinique, qui a précédé l'IRAV, qui lui-même a précédé le CCA, etc. Et ensuite, tu as poursuivi tes études aux Beaux-Arts de Bordeaux jusqu'à la 5e année, c'est bien ça? C'est-à-dire jusqu'à l'obtention du DNSEP. Et donc, pendant toutes ces années d'études, à la fois à la Martinique, à l'ERAP et puis aux Beaux-Arts de Bordeaux, quels ont été les artistes et peut-être les penseurs qui ont compté pour toi, qui ont suscité réflexion de ta part, peut-être influence artistique. Voilà, donc est-ce que tu peux nous parler de ces artistes et de ces auteurs qui ont eu une importance pour toi à cette période-là? Oui, alors, il n'y en a pas eu beaucoup, mais je peux dire que, pour citer un mot que tu aimes bien utiliser, je peux dire que ces rencontres ont été déterminantes, en tout cas. Voilà. Quand on arrive aux Beaux-Arts, voilà, on se cherche, il faut trouver une démarche, il faut trouver quelque chose, de cohérent dans la pratique, dans le discours. Ces petits tâtonnements, des fois, prennent du temps. Et je me souviens alors que... en descendant dans un magasin qui avait, alors là, pas loin, là, quand on passe le canal, il y avait un magasin de Beaux-Arts, ils vendent des articles. Là, Et puis je tombe sur un bouquin de Zaouki. Et moi, Zaouki, je ne connaissais pas du tout. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Enfin, qu'est-ce que c'est que cet artiste, du moins? Et je suis complètement fasciné par cette façon de peindre. Parce qu'à l'époque, alors que je ne connaissais pas René Passeron, hein, à l'époque, j'avais appelé ma démarche le fait pictural. C'est-à-dire que ce qui était important pour moi, c'était ce qui se passait dans la toile. C'était ça le titre de ma démarche en 3e année. Et puis, je tombe sur Zaouki et je me dis, on peut créer de l'espace en utilisant seulement la puissance de la couleur. Et ça a été quelque chose de très troublant, et ça a complètement changé ma façon de comprendre la peinture, parce que je me suis dit, tiens, l'apanage du dessin qui est toujours de cerner, de proposer la forme, et la forme que l'on va dessiner, que l'on va détourer, ce n'est pas la seule façon de dire un espace qui s'échelonne. Et cette seule façon avec la couleur de pouvoir créer de l'espace, eh bien je l'ai découverte avec Zaouki. Et puis, donc, évidemment, ça m'a énormément marqué. Arrivé à Bordeaux, bon, je ne suis pas rentré aux Beaux-Arts tout de suite, parce que les parents étaient tellement affolés qu'ils m'ont dit, bon, non, tu vas quand même faire une année de fac, parce que quand même, les Beaux-Arts, c'est quand même, c'est pas sérieux. Bref, donc j'ai fait une année de fac, évidemment, qui n'a pas marché. De toute façon, j'ai rien fait. Et arrivé, donc j'ai proposé mon dossier, et donc j'ai recommencé à Bordeaux à partir de la 3e année. Et là, évidemment, j'arrive avec mes certitudes, je peignais sur des feuilles de bananier, enfin bon. Et il y a un prof qui me dit, mais vous n'avez pas lu Merleau-Ponty, mais il faut lire L'œil et l'esprit, parce que là, ça ne va pas du tout. Hein. Et je lis Merleau-Ponty, L'œil et l'esprit. Évidemment, ce livre m'a complètement remis les choses, je dirais pas à l'endroit, mais à redistribuer, on va dire les choses dans cette façon
de percevoir la nature, de percevoir les choses. Et ce sont voilà, ce livre m'a beaucoup touché. Et puis un autre monsieur, là, c'est dans l'univers poétique. Alors, c'est un monsieur que je cite, c'est un vieux poète qu'on ne connaît pas beaucoup, qui s'appelle Jean Tortel. Et je tombe sur un de ses recueils de poèmes qui s'appelle Arbitraires espaces. Voilà un monsieur qui écrit de la poésie et qui parle, sans le nommer, qui décrit l'espace, qui décrit les choses devant lui, qui décrit la lumière, le jardin, mais sans nommer les choses. C'est-à-dire que l'espace se perçoit à travers la façon dont il a d'écrire ses poèmes. Eh bien, ce monsieur m'a énormément marqué, et jusqu'à présent, eh bien, dans les recherches que je fais, il fait partie de ces poètes que j'étudie. Donc, voilà pour la période Beaux-Arts. Autre chose, parce que Dominique l'a cité, la musique n'a jamais été très loin. Quand j'étais à Bordeaux, le conservatoire de musique était juste derrière les Beaux-Arts. Donc j'ai fait un petit peu les deux. J'ai fait en même temps les Beaux-Arts, et puis un petit peu de conservatoire. J'ai fait du chant classique, j'ai chanté avec un groupe vocal semi-professionnel, on a fait des créations. Enfin, j'ai des souvenirs de chanter avec des orchestres symphoniques, faire des créations à Lourdes. Enfin, c'était vraiment. J'ai eu une vie là qui était très 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 intense musicalement, et ça m'a beaucoup marqué. Et là, on va voir encore combien cette importance de la musique classique, eh bien, va jouer aussi dans la façon dont va se développer ma démarche picturale. On arrive ensuite 1994, si mes souvenirs sont bons. L'année où tu reviens en Martinique, où nous nous rencontrons, puisque tu t'inscris à l'IUFM des Antilles et de la Guyane pour préparer le CAPES. D'ailleurs, promotion dans laquelle il y a des gens très connus, puisqu'il y avait entre autres Julie Bessard, qui est un nom qui ne vous est pas inconnu, j'imagine. Et donc, en 1994, eh bien, tu t'inscris à la préparation au concours, tu es lauréat du concours, tu es reçu brillamment dès la première année. Et ensuite, eh bien, la question que j'ai envie de te poser, c'est qu'aujourd'hui, tu te retrouves dans ce même lieu, dans cette même salle où, souviens-toi, on organisait des expositions d'étudiants. Quel effet ça te fait de te retrouver dans ce lieu aussi chargé que cet espace de connaissance et d'apprentissage? Oui. C'est pas la première fois que je reviens. Hein. J'y suis déjà revenu, mais j'avoue que ce qui me touche le plus, c'est l'omniprésence et la présence, on dirait presque, comment dire ça, une présence qui n'a pas changé. Ce sont les frangipaniers qui sont là, en fait. Ces frangipaniers étaient là déjà il y a 30 ans. Je pense que même avant, ils étaient encore là. Et je reviens, ils sont encore là, avec toutes ces fleurs, avec ce port torturé et qui, eh bien, eux, par contre, ils ont la mémoire de tous ces lieux qu'ont fréquenté tous ces étudiants. Oui, je ne suis pas, voilà, ta question m'a un petit peu surpris. Je ne suis pas un adepte des grands retours, ah ouais, avant c'était bien. Enfin, j'aime bien aller de l'avant et continuer et tout ça. Parce que de toute façon, quand je passe par le rond-point n'est plus le rond-point comme c'était avant. Il y avait un petit passage au fond là. On allait manger. Bon, ils ont bouché, ils ont mis un mur. Bon, voilà, voilà. Les choses ne sont plus telles qu'elles sont, mais c'est comme ça. C'est comme ça, le monde avance. Mais en tout cas, oui, certaines choses ne changent pas. Et c'est vrai que, en tout cas, cette salle à garder, et je trouve garde cette dynamique, cet écho des échanges qu'on a pu avoir entre artistes, entre penseurs, et d'ailleurs aujourd'hui elle joue encore ce rôle. Voilà. Bien, alors, après ton succès au CAPES, tu
tu as été nommé en Guyane. Tu as été nommé en Guyane, puis en Guadeloupe. En Martinique d'abord et ensuite en Guadeloupe. Alors, Guyane, Martinique, Guadeloupe. C'est ça. Puisque le monsieur t'a parlé de Ducos tout à l'heure. Exact. Exact. Tu découvres une revue qui était à ses débuts, Recherche en esthétique, dont on va commémorer les 30 ans bientôt. Et cette revue, eh bien, je pense, a probablement compté pour toi. Est-ce que tu te souviens y avoir publié quelque chose, par exemple? Oui, après quelques recherches, je suis retombé donc, sur mon premier texte dans Recherche en esthétique, c'était le numéro 3, sur la critique. Et je me souviens, effectivement, en étant en Guyane, terminer ce texte sur la critique du visible, qui était un de mes premiers textes. Et j'aime pas faire des retours grandiloquents, mais ceci dit, quand je relis ce que j'ai écrit en 1997, donc il y a un certain nombre d'années, eh bien, je me rends compte que la première phrase de mon texte, c'est « Le monde qui m'a longtemps fait face ». Voilà, le texte commence comme ça. Et j'ai pris cet exemple de cette première page, parce que toute cette première page est finalement une introduction à ce dont on a parlé tout à l'heure, c'est-à-dire à l'importance de ce lieu qui m'a marqué, à l'importance de ce contexte, à l'importance de cette poétique, non, à l'importance de cette poésie qui se dégage de ce lieu. Et cette première page, avant même de rentrer dans le vif du sujet, eh bien, elle est dédiée à cette présence de ce lieu-là. Donc, c'est dire que depuis ces années-là, l'importance de ce lieu Régal, Rivière-Pilote, que je porte en moi, et que je porte en moi d'autant plus que je vis en Guadeloupe. Donc, il y a ce souvenir de ces lieux qui me hantent et qui détermine en fait ma pratique, mais pas seulement la pratique, qui détermine aussi ma façon de réfléchir. Et je crois que il y a quelque chose qui me laisse penser que peindre, c'est une chose, écrire, c'est quelque chose, mais on peut dire qu'il y a aussi dans l'édification de toute la somme des écrits une œuvre, mais avec un œuvre, enfin avec un grand O. Il y a quelque chose de cet ordre-là, et qui est de l'ordre aussi du cheminement. On n'écrit pas de la même façon, même si les ferments, même si les idées sont déjà là, mais on n'écrit pas effectivement de la même façon il y a 20 ans que 30 ans après. Donc, pour moi, c'est un cheminement, mais je me rends compte que les éléments de réflexion étaient déjà présents dans ce premier texte. Absolument, et j'ai en mémoire un autre texte qui s'appelait, je crois bien, Le monde d'en face. Non, tu n'avais pas un texte comme ça? Non, c'est-à-dire c'est celui-là qui s'appelle d'accord, Le monde d'en face. Dans mon souvenir, oui, c'est vrai. C'était Le monde d'en face. Je crois que j'ai dû peut-être te proposer ce titre-là en premier, peut-être, quelque chose comme ça. Alors, il s'est passé aussi quelque chose d'important, c'est que une fois installé en Guadeloupe, je me souviens être venu te voir dans la maison que tu occupais à l'époque, et puis tu t'arrêtes de peindre. Et tu es resté 10 ans, une dizaine d'années, en ne poursuivant pas la pratique de la peinture. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi? Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu peux nous dire? Je n'ai rien fait. je n'ai rien fait. Non, c'est que, voilà, bon, la vie de l'artiste fait partie de sa vie tout court. Et on n'est pas dissocié de ce que l'on vit, et évidemment de la vie sentimentale. Donc oui, j'ai vécu pendant un moment avec une autre artiste, voilà, qui avait déjà, je dirais, une pratique un petit peu plus avancée que la mienne à ce moment-là. Bon,
on est deux dans une maison, on a des enfants, on n'a pas d'atelier, la cuisine sert d'atelier le soir à partir de 2 heures du matin. Bon, ouais, il fallait vraiment faire un choix. Donc, j'ai mis, on va dire, en retrait ma pratique picturale, mais ça a été pour d'autres pratiques, en fait. Et ça m'a permis, en tout cas, vraiment de pouvoir approfondir tout ce que je faisais en musique. Et pendant ces années, eh bien, j'ai pu fonder un groupe de jazz, faire des albums, participer à des festivals internationaux. Et voilà, donc faire mon histoire aussi musicalement. Et puis, j'ai pu aussi, puisque je ne peignais pas, j'ai pu aussi, bon, à compte d'auteur, sortir un petit recueil où voilà, je parlais de mes préoccupations picturales et puis tout ce que je ressentais par rapport toujours à ce lieu que j'évoquais tout à l'heure. Donc voilà, ça a été 10 ans effectivement de rupture au niveau de la peinture, mais je crois que le corps et l'esprit n'arrêtent jamais de créer. C'est pas parce qu'on arrête de peindre que la machine ne tourne pas, elle ne s'arrête jamais en fait. Et c'est tellement vrai que voilà, cette énergie de création est passée par les canaux de la poésie et de la musique, mais la matière peinture était en train, elle, de décanter un petit peu et de se repositionner pour, une fois avoir repris les pinceaux, pour qu'elle puisse être plus cohérente, on va dire. Alors, je voudrais revenir sur Zhao Wuqi, donc, que tu as mentionné tout à l'heure, qui est un artiste qui t'a beaucoup marqué. Quand tout à l'heure Alain va vous montrer les peintures plus récentes, vous allez voir à quel point Zhao Wuqi a compté pour lui. Mais il y a aussi Joan Mitchell, qui est une artiste qui a beaucoup compté pour toi. Et ce qui t'inscrit dans une pratique picturale qui est une forme d'abstraction, une abstraction que je qualifierais d'abstraction lyrique, en ce sens que elle se distingue, voire elle s'oppose à l'abstraction géométrique. Là, tu es vraiment dans une pratique du corps, du geste, etc. Et cette abstraction, eh bien, elle est liée au corps. Elle est liée au corps et elle est liée à un certain nombre de postures, y compris dans la façon de peindre. Alors, est-ce que tu pourrais d'abord nous dire quelques mots sur cette abstraction? Est-ce que d'abord pour toi c'est de l'abstraction ou pas? Déjà, peut-être une chose. Et puis, sur la façon dont tu peins et la façon dont ton corps, en réalité, agit pour peindre. Oui, je l'ai déjà évoqué plusieurs fois. C'est important pour moi, quand je suis dans l'atelier, de pouvoir me replacer dans la posture du travailleur de la terre, en fait. Et c'est pour ça que, pendant longtemps, j'ai peint à plat, parce qu'il me fallait retrouver cette courbure du corps qui se penche sur le support, comme la courbure du jardinier ou bien du travailleur de la terre qui se penche sur la terre et qui travaille son support, qui travaille sa terre. Et ça aussi, c'est une façon, moi, de me relier à toutes ces années où avec mon père, on était dans les champs, on avait des moutons, des vaches qu'il fallait faire passer d'un enclos à un autre, il fallait faire des enclos, faire des caniveaux, enfin, mettre des piquets. Donc, il y avait ce rapport à la terre qui était un rapport de travail. Et donc, cette posture du corps était une façon pour moi de retrouver cette posture du corps dans le travail de la terre, c'est-à-dire cette courbure de l'échine, cette transpiration, cet effort musculaire pour donner naissance à quelque chose. Voilà le premier point au niveau de la posture. Et puis la deuxième chose, c'est que, évidemment, j'étais encore, comme tu dis, dans une sorte
on va dire, d'abstraction lyrique, oui, parce que Zao, qui est encore très présent dans ce que je montre. Et je crois qu'à l'époque, j'étais à la recherche d'une sorte d'expression, d'une sorte de puissance aussi de cette nature que je ressentais. Et tout le travail passait par là. On a évoqué tout à l'heure la présence de l'eau. Eh bien, j'ai eu toute une période qui était assez, on va dire, aqueuse, où il y a eu tout un travail du geste autour de cet élément-là. Mais en fait, c'était simplement parce qu'il me fallait trouver une façon de dire cette énergie du pays, cette énergie du paysage que je ressentais. Et ça, c'est bon, finalement, traduit par cette esthétique-là, on va dire. Alors là, ce que Alain nous montre, ce sont ses peintures, hein, naturellement. Cette notion d'énergie me paraît très très importante parce que toutes tes peintures, en particulier de cette période-là, sont des peintures qui donnent à voir l'énergie, et je dirais l'énergie de la création. Ce n'est pas seulement l'énergie du geste, c'est véritablement l'énergie du processus créateur. Et ce qui est intéressant également, c'est que, en fait, techniquement, tu prends le parti pris de faire ce qui est interdit de faire en peinture. C'est-à-dire que lorsque l'on fait de la peinture au sens classique du terme, on prend toujours garde, on prête toujours attention au fait de peindre d'abord maigre et ensuite peindre gras. C'est-à-dire on peint d'abord à l'eau et ensuite sur l'eau on peint à l'huile. Et toi, tu t'affranchis complètement de cette règle pour expérimenter, pour explorer quelque chose qui donne ce résultat-là. Est-ce que tu peux nous dire ce que tu as exploré et ce que tu as utilisé pendant des années et des années et des années pour obtenir ce sentiment d'énergie? Oui, mais tout simplement, c'est le fait que l'eau n'adhère pas sur l'huile. Voilà, c'est un principe. L'eau n'adhère pas sur l'huile. Mais quand on mélange l'huile avec l'eau, il y a des choses qui se passent aussi. Et donc, dans cette pratique, qui était une pratique qui sollicitait, qui faisait beaucoup de place au hasard aussi, parce que au hasard et aux accidents, on va dire. Eh bien, je m'amusais à pouvoir ménager des zones à l'huile qui étaient forcément des zones de retrait, puisque l'eau ne pouvait pas y pénétrer. Et donc, l'huile me permettait d'abord, on va dire, de générer des formes. Et ensuite, quand je peignais à l'eau dessus, évidemment, l'eau n'adhérait pas totalement au fond à l'huile, ne restait donc que certaines traces du pinceau, que certaines parties des poils du pinceau qui adhéraient. Et donc, tout n'était pas, évidemment, calculé au centimètre près, mais j'aime bien jouer avec les choses inattendues de la peinture. Et donc, il y avait des instants comme ça où, eh bien, lorsque j'avais besoin d'avoir quand on regardait le bas de la toile, il y a des petites choses qui se passent. Lorsque j'avais besoin d'avoir des détails, eh bien, je savais que je pouvais mélanger. Là, c'est l'huile sur l'eau. Mais quand je voulais que la forme se détache complètement et qu'il y ait cet effet de petites formes qui se détachent, eh bien, je savais que je pouvais mettre l'eau sur l'huile. Donc voilà, il y avait un jeu entre les deux qui me permettait à la fois de définir les formes, parce que l'eau ne pouvait pas y adhérer, et en même temps d'avoir du détail pour donner un petit peu de précision, et ça me permettait de construire l'espace différemment. Donc effectivement, ce jeu du mélange de l'huile et de l'eau était à la fois une façon de construire l'espace, et puis à la fois aussi une façon de générer des formes, mais de façon indirecte. Voilà. Donc sans ce tracé de la ligne, justement. Oui, c'est ça, tout à fait. Alors, précisément, tu viens d'évoquer trois termes: hasard, accident, inattendu.
j'ai le sentiment que ces trois termes relèvent véritablement de ta pratique. C'est-à-dire que est-ce que tu pourrais nous préciser ce en quoi ces termes-là, concrètement, dans ta pratique, eh bien, sont récurrents, peut-être, d'une certaine mesure? Mais je crois que cette façon d'être dans la nature, de voir comment la nature imagine des processus, comment la nature invente des procédés pour toujours se répandre et toujours monter du sol à la lumière, comment jamais une plante n'utilise le même procédé pour arriver au même endroit, eh bien je crois que ça a vraiment inscrit en moi cette idée qu'il faut qu'on soit absolument ouvert sur une pratique qui va, des fois mieux que le geste intentionnel, donner réponse et donner une visibilité à ce qu'on veut montrer. C'est pour ça que, effectivement, la recherche de l'accident, ce n'est pas de l'accident pour faire de l'accident, c'est utiliser cette propension naturelle qu'ont les liquides de se mélanger, utiliser cette propension naturelle, ou même, qu'a la peinture de suivre le pinceau ou ne pas suivre le pinceau. Bref, il y a des accidents que l'on peut maîtriser, et finalement, ce côtoiement du hasard et de l'accident a fini par en devenir finalement ma façon de peindre finalement. Parce que c'est devenu quelque chose qui accompagne le geste, qui accompagne la façon de concevoir le tableau, donc comme une sorte de processus dont je ne sais pas forcément la fin. Mais voilà, elles sont avec moi, ils sont avec moi, ces procédés, parce qu'encore une fois, eh bien, dans la solitude d'une personne, de l'être face à la nature, eh bien, on voit finalement qu'il n'y a pas de choses écrites. Si vous coupez un arbre qui n'est pas totalement mort, il y a certains arbres qui vont repartir de l'état, je sais pas moi, de position horizontale pour repartir. Il y a une inventivité sans fin dans la nature, et je crois que ça m'a beaucoup nourri. Alors, on pourrait peut-être continuer le voyage dans ta peinture en évoquant l'évolution de ta démarche au travers d'un certain nombre de séries. Alors, j'ai noté la fameuse série des Portes, qui est une série vraiment pour laquelle j'ai beaucoup d'intérêt. La série Régal, la série des Fugues, la série 64, etc. Est-ce que tu peux donc nous retracer cette démarche qui t'amène d'une série à une autre? Oui, alors, le tableau que vous voyez à l'écran, c'est un petit tableau, hein, c'est des petits formats, c'est pas des grands formats. Ça doit être 65 par 40, quelque chose comme ça. Donc ce sont des petits tableaux. Par contre, parce qu'évidemment, à cette époque, je n'avais pas d'atelier assez grand pour... Bon, tout ça, c'est lié. Et puis, il y a, quand on parle du hasard, quand on parle de la... j'aime à moi-même me lancer des défis. Et en fait, en 2000... c'est 2016, alors. Ça doit être 2016. Je me dis, tiens, pourquoi ne pas peindre sur des formats qui sont type le format, enfin, la dimension d'une porte, en fait. Et évidemment, le jeu était facile, la porte, on pousse la porte, on rentre dans un autre univers. Bon, il y avait tout un argumentaire qu'on pouvait faire facilement autour de cela. Mais l'important, c'est que là, alors que conventionnellement, la peinture, entre guillemets, de paysage se déploie sur des formats plutôt allongés, plutôt horizontaux, je me suis dit, pourquoi ne pas provoquer, déranger cet état de fait en proposant des formats verticaux, comme c'est des kakemono, c'est ça? Comme des kakemono, voilà. Et donc ça a donné une série de peintures où là encore le côté lyrique, on va dire, la relation à Aoki est encore présentée. Mais il y a quand même une recherche de la couleur, une recherche du mouvement et de l'espace dans cette série de portes, en fait. Bon, cette série qui a eu, on va dire,
certain succès, on va dire. Et puis, le travail évolue, puisque effectivement, je suis un artiste qui peint énormément, je peins tout le temps. Je cherche, j'essaie d'avancer, Oui, alors des fois je me trompe, mais je reviens, j'avance, en bref. Et là, on voit encore que ce travail d'eau et d'huile, de mélange, de non-mélange est présent pour encore chercher cette énergie, cette expressivité, cette façon dont j'ai de ressentir le paysage. Parce que c'est là le mot. Ce n'est pas, je peins pas la Martinique, je peins l'énergie que ce paysage-là me donne quand je suis dedans et quand je repense à l'enfance que j'ai vécue. Et donc, avant d'arriver à la série Régal, j'ai eu une autre période un peu aqueuse, on va dire. Et là, vraiment, oui, il y a une série de toiles un peu horizontales comme ça, où le geste, où l'eau, l'huile... Bon, en tout cas, cette pratique-là est arrivée à une certaine maturité, on va dire, avec des toiles qui sont assez expressives. Donc, voilà, j'en ai fait quelques-unes comme ça, où on a cette impression de cascade, de surgissement, de déflagration. Mais pendant que je peignais, il y avait quand même cette chose en tête. Je me dis, mais Alain, c'est pas le pays, ça. Ça, c'est pas le pays, ça. Ça, c'est des résurgences de Zaouki, où tu essaies de trouver un truc, une expressivité, mais c'est pas le pays. Et donc, petit à petit, quand même, naissait en moi cette idée qu'il me fallait reprendre les pinceaux. C'est-à-dire qu'il me fallait revenir à une façon de peindre où, pour le coup, je ne me laissais pas prendre, ou pour le coup, je ne jouais pas simplement avec le hasard, mais j'avais envie de vraiment de mélanger mes couleurs, de reprendre la palette, c'est-à-dire de faire le chemin à l'envers de l'histoire de l'art, c'est-à-dire de reprendre la palette, de remélanger mes couleurs, de contrôler vraiment la façon dont la lumière se propageait dans la peinture. Et petit à petit, ça s'est dessiné. Donc j'ai fait, bon, tout ça, c'est des formats 2 mètres par 2 mètres, donc ce sont des grands formats. Ah oui, j'ai oublié de dire que toutes ces peintures sont peintes au sol. Ce sont des peintures, vous voyez, il n'y a pas de coulure, en fait. Ce sont des formats, des grands formats qui sont peints à terre, qui sont peints au sol. Et donc, je peins avec des espèces de balais, les balais qu'on utilise pour balayer la cuisine. Et bien, moi, je les utilise pour peindre ces grands formats. Donc, cette recherche a duré quand même un certain temps, parce que il y avait vraiment quelque chose d'intéressant, en tout cas, au niveau de l'expressivité du geste. Mais je commençais à ne plus être complètement satisfait. Et petit à petit, et c'est ça qui est intéressant, c'est que petit à petit, par-delà soi-même, les choses changent, en fait. Et je me rends compte que, partie de cette série sur le geste, sur l'expressivité, sur ces grands... Eh bien, il y a vous regardez sur la gauche, là, il y a un petit peu de nature, comme ça, qui veut rentrer. Comme si cette persistance de la nature voulait passer quand même à travers le pinceau. Et puis, il y a eu autre chose aussi qui est très important, qui commençait à naître dans cette peinture, c'est l'idée du reflet. Et cette problématique du reflet, évidemment, qu'on peut relier à Monet et les nymphéas, mais ça m'a un petit peu trituré pendant un moment. Et cette problématique m'a un petit peu interrogé pendant un moment. Donc j'ai fait quelques toiles sur le reflet, mais les choses évoluaient encore. Il y avait cette prégnance de la nature, cette prégnance de la forme. Alors, comment faire advenir la forme alors que je peignais de façon informelle? Comment dire cette nature qui est là, qui est autour de nous, sans peindre une feuille, sans peindre une fleur? Comment la dire alors que finalement on est entouré de formes finalement? C'est ça un petit peu et c'est pour ça que j'avais cette hésitation. Et dans cette toile, on voit bien que c'est une toile où il y a une sorte de passage. On est en même temps dans quelque chose où on peut figurer des branches, des lianes, mais en même temps il y a encore cette écriture un petit peu lyrique. Donc petit à petit, les choses ont évolué et effectivement,
on va arriver à la série Régal, parce que je me suis dit, à un moment donné, qu'est-ce qu'il y a en fait? Il y a le ciel, il y a la terre, et il y a la nature, les végétaux. Voilà les éléments. Et donc j'ai fait une sorte de table rase, qui a été une sorte de table rase aussi parce que j'ai relevé le support à ce moment-là. Et donc tout a changé. Je me suis remis à peindre avec le pinceau, sur une toile debout. J'ai accepté les coulures parce que les coulures figuraient pour moi ces lianes qui m'entouraient, qui sont persistantes quand on rentre dans le fond de certains endroits. Et donc, ça a été un nouveau départ, en fait. Et cette série, effectivement, je l'ai appelée série Régal parce que je me suis dit, bon, il y a quoi? Il y a le ciel, il y a la terre et il y a la végétation. Et c'est tout. Eh bien, voilà ces trois invariants que je ne pouvais pas mettre de côté et à partir desquels j'ai recommencé à concevoir mon espace, en fait. Bon, il faut essayer, donc j'ai essayé, j'ai cherché. Et puis voilà, je m'arrête un petit moment sur cette peinture-là parce que, juste pour dire que des fois, dans notre façon de peindre ou bien de cheminer dans notre démarche, il y a des travaux, il y a des choses qu'on fait qui sont qui sont très en avance sur ce qu'on est en train de faire sur le moment. Cette toile est apparue, je ne sais pas pourquoi, elle n'avait pratiquement aucun rapport avec ce que je faisais sur le moment, mais elle est apparue avec une telle fulgurance que je l'ai laissée de côté et je me suis dit peut-être qu'elle préfigure déjà ce qui va se passer après. Et en fait, c'est ça. Il y a certains moments, la pratique, le geste, le corps lui-même a une logique. Cette espèce de masse d'œuvres dont je parle souvent est tellement prégnante qu'elle nous ordonne des fois de faire des choses qu'on n'avait pas pensé. Eh bien, cette toile-là, il y a un peu cet exemple. C'est une façon de dire l'espace où je me suis dit, voilà, la terre, le ciel, les branches. Et en fait, j'ai mis en place un vocabulaire qui était lié à cette nature sans la dire elle-même. Donc finalement, je crois que dans cette peinture, j'ai finalement répondu à mon questionnement, comment figurer la nature qui est autour de moi sans la dessiner vraiment, mais en tout cas en y puisant le vocabulaire pictural qui fait l'architecture de mes peintures. Et puis, peut-être les fugues aussi. Ouais. Alors, il y a une série, bon, là c'est la série Toujours Régal. Il y a une série qui est très intéressante parce que on discute évidemment beaucoup avec Dominique, et je crois que il y a des choses qui viennent de l'observation, et puis il y a des peintures qui sont des peintures d'une idée. Et la série Fugue n'est pas la peinture de quelque chose que j'ai vu, de quelque chose que j'ai ressenti. C'est la peinture d'une idée. Quelle est-elle? C'est que quand j'ai fait du chant classique à Bordeaux, donc là on est toujours dans du Régal, quand j'ai fait du chant classique, quand on chante une fugue, enfin pour ceux qui ont fait un petit peu de musique, la partition ne se souffre pas aux yeux de la même façon que quand on suit juste la ligne de son propre pupitre. C'est-à-dire que quand on chante une fugue, souvent les pupitres sont même dédoublés, donc il y a 2 sopranes, 2 altis, bref. Et comme on part à des moments décalés, il faut pouvoir suivre exactement là où on va démarrer, savoir qu'on va prendre le do là, le remettre là, et avoir cette lecture un peu verticale de la partition. Et deuxième chose, la fugue est une façon de construire l'espace sonore, par décomposition du schéma musical, enfin, du motif, que l'on va recomposer ligne mélodique par ligne mélodique. Donc ça donne une façon de construire l'espace par petits bouts qui se recomposent et qui donnent un ensemble. Et je me suis dit, tiens, pourquoi ne pas mettre en peinture cette idée-là? Parce que finalement, ce qui me taraude, c'est l'espace, finalement, vous l'avez compris. C'est l'espace. Et comment ne pas partir de l'idée de la construction de la fugue par l'écriture contrapuntique, puisque le contrepoint, c'est par excellence la façon dont on écrit la fugue. Pourquoi ne pas utiliser l'écriture contrapuntique et la mettre en peinture? Alors, ça commençait déjà un petit peu là. Et puis, l'idée de la fugue m'est apparue, voilà.
Et ça m'a permis, en fait, de penser l'espace différemment. C'est ça qui est intéressant. C'est que l'espace n'était plus en référence au ciel, à la mer et tout ça, où je me dis qu'il fallait mettre du vert, du rouge. Mais là, je commençais à me dire que la couleur pour elle-même a une fonction. Ça peut être un accord. Les lignes de couleur, voilà le tableau par lequel tout a commencé en fait, où les lignes évoquaient plus, on va dire, des lignes mélodiques qui s'entremêlaient et qui pouvaient entre elles définir un espace. Une petite remarque. Est-ce que l'on peut parler d'une peinture musicale ? Alors, cette question ne fait pas partie des questions, vous avez compris, qui étaient prévues, d'où le petit silence. Est-ce qu'on peut dire qu'une peinture est musicale ? Ces deux termes... Non, en tout cas, cette série des fugues m'a fait comprendre quelque chose. C'est que je voulais toujours faire la séparation entre la musique et la peinture, mais je me suis rendu compte que pourquoi faire la séparation alors que la musique m'habite également ? Je veux dire, elle fait partie de moi. Et je crois que j'ai compris que, parce que la rencontre avec la Guadeloupe a été forte, hein, j'ai découvert le grouka, j'ai découvert cette puissance du tambour, cette puissance du rythme, cette puissance de la syncope. Parce que la musique antillaise, c'est ça, c'est la puissance de la syncope en fait. Et je me suis dit, mais pourquoi ne pas permettre à cette puissance musicale que tu as en toi de se développer et de ne pas dire l'espace comme une sorte de rythmie de la couleur. Pourquoi la couleur en rythme ne serait pas aussi une façon d'écrire l'espace ? En fait, c'est ça que c'est arrivé à ça, en fait. Penser que la couleur peut être aussi disposée sur le support avec du rythme, en fait, avec des syncopes, avec des ruptures. Et ces ruptures, ces rythmes, eh bien, produisent un espace qui est notre espace, en fait. Donc oui. Alors, la série 64. Alors, voilà. La série 64, pourquoi je l'ai appelée 64 ? Parce que ce sont des petits formats sur papier qui font 64 cm par 45 cm. Donc 64 de haut, 45 de large. C'est une série que j'ai entamée. Alors, il ne faut pas les prendre vraiment comme... Ce ne sont pas des petites peintures, c'est comme si je mobilise le vocabulaire plastique, enfin, le vocabulaire que j'utilise pour mes peintures. C'est comme quand un instrumentiste fait ses gammes, eh bien il va là, il réutilise, il utilise, il reprend, il reprend. C'est ce même vocabulaire qui me sert pour les grands formats. Et donc la série 64, ce sont des séries souvent qui sont faites 3 par 3 ou 4 par 4, qui sont... Alors c'est petit mais c'est très exigeant, parce que le papier a cette particularité d'absorber extrêmement vite la peinture. Il n'y a pas de... On ne peut pas revenir dessus. Je ne peux pas effacer. Tout ce qui est là est pris tout de suite. Donc, c'est aussi pour moi une exigence du geste, une exigence d'une préparation à l'acte, qui est un acte qui va très vite, parce que tout sèche très vite. Donc, tout ça s'est fait pratiquement en un seul geste. Et là aussi, vous voyez, tout est lié en fait. Cette série de 64 a développé, on va le voir peut-être vers la fin dans mes dernières peintures, une façon de peindre du geste unique. C'est-à-dire que chaque fois que je pose une couleur, je termine la charge du pinceau sur le support, je ne vais pas chercher de la couleur à nouveau. C'est-à-dire que chaque fois que je prends une couleur, je la pose et je la termine sur le tableau. Et je ne reviens pas dessus. Et cette série des 64 m'a permis de revoir encore ma façon de peindre, toujours pour arriver à une sorte de vérité finalement, de vérité de soi, et ce que je disais aussi, de qualité de la présence. Et ça, je crois que c'est très important, cette qualité de présence, cette façon de ressentir l'espace quand je vais dans le jardin, eh bien, j'essaie de la reproduire sur le tableau, c'est-à-dire avoir cette même concentration, cette même conscience du moment précis
de la jouissance de la nature ou bien du moment précis de la mise en place de la peinture. Ce sont des moments qui sont extrêmement intenses et je pense que c'est cette qualité qui fait la qualité de la peinture. Pas tellement le bagage technique, hein, mais il faut qu'en soi, on soit qualitatif dans son geste, en fait. Et cette série 64 m'a aidé à évoluer vers cela. Alors on a pu s'en rendre compte en t'écoutant, tu as une véritable réflexion sur l'art et une réflexion sur ta pratique. Pour dire les choses autrement, tu as une réflexion sur ce qu'on appelle le processus créateur. Et bon, tu le disais, on parle beaucoup et quand on a ces discussions, j'ai toujours le sentiment que ta réflexion nourrit ta peinture, peinture qui nourrit ta réflexion, qui nourrit ta peinture, qui nourrit ta réflexion, etc. Comme une sorte de va-et-vient permanent entre la pensée et l'acte, la réflexion et la réalisation. Oui, je me suis peut-être un peu avancé dans cette question. Quand je dis que la pensée peut générer de la création, je crois aussi que lorsque l'on peint, lorsque l'on crée, c'est un échange qui s'établit entre l'œuvre et soi-même, un échange qui des fois peut être un combat, qui est de l'ordre du combat, mais en tout cas duquel on ne ressent pas, comment dire, on ne ressent pas le même. Je veux dire il me semble, et c'est ça que j'essaie de prouver dans mes recherches, il me semble que dans les rapports que l'artiste mène entre sa pensée, son corps, l'œuvre, entre ces pôles qui échangent des informations entre le corps et l'œuvre, entre l'œuvre et la pensée, entre la pensée et le corps, eh bien, quand on rentre en création, il y a des petites variations de ces échanges. Et c'est à ce propos que je parle de contamination. Je crois que la peinture, dans sa façon même de produire sa logique, peut contaminer la pensée. Je crois que le corps, dans sa façon d'être dans l'espace, peut contaminer la peinture. Et je crois que la peinture, voilà, que tous ces pôles échangent entre eux, mais que lorsque l'artiste entre en création, eh bien, il y a une modification de ces échanges. Et je crois véritablement que lorsqu'on peint, ce n'est pas simplement des formes qui se mettent sur le support, c'est aussi une visibilité de la pensée elle-même. Et cette logique des couleurs, ces clairs-obscurs, cette façon de modeler l'espace, c'est aussi la pensée elle-même qui se dit et qui se forme elle-même, qui se donne forme par le trait, par le geste du peintre. Donc je crois que, enfin, en tout cas, c'est quelque chose dont je suis assez convaincu et que j'essaie de révéler, en fait. Et c'est pourquoi j'entame quelques petites recherches, voilà, autour de ça. Alors, parlons maintenant des formats. Donc, tu nous as présenté des peintures grandes, 2 mètres sur 2, des peintures plus petites, 64 sur 45, tu as dit quelque chose comme ça. Alors déjà, peux-tu nous expliquer le choix du format et ce que peut-être le choix du grand format t'a apporté en plus par rapport à ta pratique? Oui, le grand format n'est pas une coquetterie ou un choix. C'est vraiment quelque chose qui s'est imposé parce que, toujours par rapport à cette enfance que j'ai vécue entre mer et campagne, je me souviens de moments où j'avais un grand champ de canne en fait en dessous de chez moi à Régal, et je me souviens que je courais dans ce champ de canne et que je sentais les feuilles. Donc il y a des sensations extrêmement fortes. Je crois que quand on est petit, on garde ces sensations très fortes.
Et comment redonner ces sensations? Comment redonner au public? Comment faire inviter le public à rejouer ces sensations si on ne le met pas d'emblée dans des formats qui englobent le corps? Donc, c'est important pour moi, déjà en tant que peintre, que ce format soit un format à l'échelle du corps, parce que lorsqu'on est au dehors, le monde est à l'échelle de l'homme. Enfin, je veux dire, nous progressons dans un espace qui nous contient. Eh bien, pour moi, c'est important que la peinture soit un espace qui contient le corps, en fait, et qui le contienne pas simplement avec les yeux, mais qui contienne le corps, je veux dire, dans toute la surface de la peau, et que ce contact avec la peinture pour le peintre et pour le spectateur soit un contact de tout l'être, des yeux et du corps. C'est pour ça que les grands formats sont très importants pour moi, parce qu'ils me ramènent à ce travail dont on a parlé de la terre, sur des surfaces où tout le corps œuvre, et puis ils me ramènent aussi à cette façon de pouvoir faire participer le public, le spectateur, à des choses qui le prennent tout entier. Et là, pour le coup, tes dernières réalisations, c'est vraiment du grand format. Oui, enfin... Bon, j'ai un atelier qui, je ne peux pas aller plus loin que 2 mètres par 3 mètres, donc c'est un petit peu... je ne peux pas aller plus loin. Mais en fait, ta question est intéressante parce que je me rends compte avec les années que ce n'est pas tant la largeur du format qui m'intéresse maintenant, mais c'est sa hauteur. Pourquoi la hauteur? Parce que une toile de 2... Alors c'est bête, ce sont des choses très basiques, hein, mais c'est quand même très important. Une toile de 2 mètres, elle impacte forcément parce que 2 mètres, c'est à peu près, voilà, c'est la hauteur, voilà, c'est un petit peu plus haut que la hauteur humaine, mais voilà. Mais lorsqu'on dépasse la hauteur de 2 mètres, alors on oblige le spectateur à effectuer cette oscillation du regard du bas vers le haut. C'est-à-dire à se positionner presque en dessous de ces toiles. Et pour moi, ce mouvement est extrêmement important parce que là aussi, il me replace dans ce cheminement où quand je descends du monde vers le fond et que je vois à présent le ciel d'en bas, eh bien, je fais moi-même ce mouvement d'oscillation du regard de la ravine qui coule au fond vers le nuage qui est au-dessus de ma tête. Donc ce rapport à l'espace du bas vers le haut est quelque chose que je veux établir. Donc j'ai dû remodeler mon atelier, rajouter des planches un petit peu plus en avant de la pente du toit pour que je puisse gagner un centimètre sur le haut, parce que, il est important pour moi que ce rapport ne soit plus forcément dans la largeur, mais dans cette oscillation du regard du bas de la toile vers le haut, un petit peu plus ensoleillé, on va dire. Alors, les 2-3 questions qui vont venir sont des questions qui portent sur l'atelier maintenant. Tu évoquais l'atelier à l'instant, donc on va poursuivre là-dessus. Lors d'une conversation, tu parlais d'atelier nomade. Et j'aurais souhaité que tu précises ce que tu entendais par cela. De quoi s'agit-il? Oui. Par chance, maintenant, j'ai mon atelier à la maison. Mais ça, c'est maintenant. Avant, je n'avais pas d'atelier. J'étais tributaire d'amis ou de connaissances qui voulaient bien me passer le bas de leur maison. Ou bien, et ça m'est arrivé même de peindre dans le dépôt de ma salle de cours, parce que je n'avais vraiment pas d'atelier. Donc, entre chaque consigne que je... Ne faites pas ça, s'il y a des professeurs dans la salle. Entre chaque consigne que je donnais aux élèves, j'allais rapidement terminer une peinture dans le dépôt derrière. Voilà, donc il y avait cette idée qu'il fallait peindre absolument et que, l'atelier était là où j'étais finalement et que je le transportais là où j'avais besoin de peindre. Ceci dit, toute expérience est de toute façon très intéressante. Cette idée d'atelier a aussi fait naître dans ma façon de peindre une idée d'urgence. Puisqu'évidemment, lorsque vous avez un atelier nomade, en tout cas un atelier qui ne vous appartient pas, par exemple dans la salle de cours, je ne peux pas y rester, quand ça sonne, il faut que je parte. Donc, le temps est compté, le temps est contraint, et donc je dois trouver une façon de peindre qui soit dans cette temporalité-là.
Lorsqu'un ami vous passe le bas de sa maison pour peindre, donc un atelier complètement ouvert sur la nature, eh bien, quand la nuit tombe, en décembre, en septembre, eh bien, il faut rapidement que je termine la peinture avant que la nuit s'établisse. Donc, cette notion d'atelier nomade a été liée effectivement à l'idée de l'urgence de la peinture, en fait. Et on verra comment, effectivement, retravailler cette urgence n'a pas été chose facile. Alors précisément, cette question de l'urgence de la peinture, peut-être se pose-t-elle d'une manière différente aujourd'hui, puisque tu viens de changer de lieu et ton atelier se trouve à 2 pas de chez toi. Donc qu'en est-il de l'urgence de peindre ? Alors, avoir un atelier à la maison, c'est une très bonne chose, mais c'est aussi un piège. Pourquoi ? J'arrive, je l'ai construit, hein, j'ai pris mes plans, j'ai fait mon bardage, j'ai mis les fenêtres, en bref. Et je suis tout content, j'ai mon atelier, je peux peindre. Évidemment, on a envie de peindre tout le temps, tous les jours. Et en fait, je me suis rendu compte que l'envie de peindre, le désir de peindre, il fallait le laisser venir. C'est-à-dire que, je m'explique, le corps a une certaine dose d'énergie et quand on prend de l'âge, bien, cette énergie n'est plus la même. Et pour revenir à cette histoire de gestes qualitatifs dont je parlais tout à l'heure, eh bien, j'ai appris que, en fait, je n'avais pas l'urgence de terminer la toile aujourd'hui, tout à l'heure, là, dans l'instant. Il fallait me reconnecter à ce corps, retrouver les instants qualitatifs, les instants d'une présence qui soit suffisamment qualitative, suffisamment précieuse pour que quand je prends le pinceau, eh bien, quelque chose se passe véritablement. Et ça, voilà ce que m'a appris le fait d'avoir l'atelier à la maison, c'est que c'est comme si on vous donne, je ne sais pas, hein, vous aimez le pain au chocolat et puis on vous donne 10 pains au chocolat. Vous n'allez pas manger tous les pains au chocolat d'un seul coup. Non. On va faire boutique, comme on dit. On va prendre petit à petit, on va se délecter de l'instant. Voilà. Et bien voilà ce que m'a appris cette expérience, c'est que oui, avoir un atelier à la maison, c'est important, mais là encore, la chose la plus importante, c'est de pouvoir avoir la puissance, de pouvoir avoir la volonté de se délecter de l'instant. De ne pas créer à tout prix, mais de créer au moment pile où le corps est dans cette espèce de concentration de sa présence et que face à la peinture, eh bien, on va pouvoir manifester de cette qualité de présence de façon plus efficace. Dernière question. Tu considères l'atelier comme un lieu de synthèse. Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi l'atelier est-il un lieu de synthèse ? Alors, cette question un petit peu fait un peu rassemble un peu toutes les problématiques qu'on a abordées, moi je pense, parce que je crois que dans ce lieu où l'on vient se poser, où l'on vient regarder le travail, on vient avec soi-même, on vient avec toute son histoire d'homme, on vient avec toute son histoire d'artiste, on vient avec cette présence de tout ce qu'on a vécu. Et lorsqu'on fait le geste de commencer quelque chose, eh bien, je crois que, qu'on le veuille ou non, ce qu'on met sur la toile synthétise tout cela. Je crois aussi que même lorsqu'on ne le peint pas, c'est-à-dire que même lorsqu'on vient dans l'atelier et qu'on n'y fait rien, eh bien, il y a des choses qui se passent. Il y a des silences qui sont productifs. Il y a des non-gestes qui sont aussi éloquents qu'un geste porté sur la toile. Et je crois que ces silences, ces moments de silence, ces moments d'action,
ces moments d'interrogation ne sont pas moins importants que ceux qu'on l'on porte dans la vie réelle. Et dans ce sens, l'atelier est un concentré de notre propre vie. Il concentre toutes nos expériences. Il est ce pourquoi nous nous donnons un but. Et personnellement, je crois que, par exemple, par rapport à la toile que je montre en ce moment, il y a des choses, je crois, qui reviennent, en fait. Je me rends compte que dans certaines peintures, maintenant, il y a des formes qui reviennent. Il y a une façon de dire l'espace qui revient. Il y a des choses qui remontent, des choses qui disparaissent. Et c'est une synthèse, mais c'est une synthèse qui est active. Ce n'est pas une synthèse qui est comme quelque chose qui se termine. C'est une synthèse qui va à chaque fois de l'avant, qui termine quelque chose pour pouvoir aller vers autre chose. Enfin voilà, c'est une synthèse un peu dynamique, on va dire. Très bien, merci beaucoup Alain. Vous pouvez l'applaudir. Là, vous avez donc une vue de l'actuel atelier dans lequel Alain travaille. Voilà, donc nous avons maintenant le temps d'échanger quelques questions que vous allez pouvoir poser. Oui ? C'est bien. Jeune homme. Je veux juste vous demander comment ça fonctionne avec l'huile et l'eau que vous avez expliqué avant. Ça a marqué les gens, ça. Hein? Ah ouais, ouais. Ouais. Alors, ça fait longtemps. Alors, d'abord, je te donne le processus. D'abord, sur la toile qui est posée à plat, je faisais un premier jet avec un gros pinceau, mais qui était rempli d'encre de Chine, qui se mêlait avec de l'eau que j'avais aspergée avant. Ceci pour donner un peu de forme originelle. Et à partir de ça, parce que l'huile a cette particularité d'avoir des nuances extrêmement fines que l'acrylique ne peut pas avoir. Ou alors il faut vraiment y aller très fort avec le pinceau. Mais bon, c'est difficile. Donc l'huile me permettait d'avoir des nuances très délicates pour faire des fonds, pour faire des passages, tu vois. Et par-dessus ça, par-dessus ce fond très délicat avec des nuances de couleur très fines, eh bien, j'arrivais avec des très gros pinceaux et je faisais des grands gestes avec ces balais remplis de peinture. Et le résultat était intéressant parce que certaines parties de la peinture adhéraient à l'huile et certaines parties pas. Et donc ça avait cet effet assez particulier qui laissait trace de la fulgurance du geste. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, mais en fait, je mettais l'huile d'abord et après je revenais avec l'eau. Et je regardais ce qui se passait. Voilà. Oui, bonsoir. J'ai été très intéressé par le fait que vous pratiquez différents arts, la peinture, la musique, le chant, peut-être d'autres choses encore. Et j'aimerais savoir si dans votre processus créatif, ce sont les mêmes énergies que vous ressentez quand vous prenez le pinceau, quand vous prenez votre instrument de musique, quand vous chantez et que vous êtes traversé par certaines choses. Est-ce qu'il y a des choses communes entre ces différentes pratiques? Vous avez aussi parlé dans le processus créatif dans la peinture de hasard, d'accident. Et dans le processus créatif en musique, et notamment dans le jazz, quand on improvise, on est aussi dans du hasard, dans de l'accident. Dans votre peinture, vous avez dit votre attention à un moment donné pour le regard qui va de haut en bas. Comme dans la musique, quand on improvise ou qu'on joue d'un instrument, on a le souci d'aller vers des notes aiguës et des notes graves et de les articuler. Donc là, l'oreille intervient. Et dans le chant aussi, on va retrouver des sopranos, des sopranis, des altis, des basses. Donc en fait, j'ai l'impression que, comme le disait Dominique Berthet, en fait, il y a un dialogue entre différentes formes d'art. Et il me semble que vous n'avez pas prononcé un mot, mais qui est au cœur de tout cela,
et de l'art caribéen en général, c'est cette inextinguible soif de liberté, en fait. Et j'ai l'impression que dans votre art et dans ces traversées, il y a aussi cette liberté qui se cherche, qui se dit. Voilà. Donc voilà, j'aimerais avoir votre réaction sur cela. Merci. C'est très bien que vous ayez terminé comme ça, parce que je me suis dit, tiens, voilà quelqu'un qui pose une question et qui répond par la même occasion. Donc oui, ma réaction, c'est que... et je vais venir sur lorsqu'un jazzman entre en solo. Qu'est-ce qu'il fait, en fait? Sur l'instant même où il joue la note, il construit sa propre liberté. C'est-à-dire que le solo de saxophone ou le solo de piano part d'une gamme, d'une succession d'accords qu'il faut bien avoir en tête. Donc souvent, les premières notes posent bien ces successions d'accords. Et petit à petit, on va s'évader de ces accords. Mais on ne va pas s'évader comme ça. On va donner harmoniquement les raisons pour lesquelles je fais cette note-là par rapport à cette note-là. C'est-à-dire qu'il faut que, pour qu'un solo, qu'un chorus soit valable, pour qu'il soit cohérent, que dans la phrase musicale qu'on va développer, que soit sous-tendu l'écart que l'on prend par rapport à la suite d'accords qui est donnée par le thème, par exemple. Et je crois que, eh bien, dans la peinture, c'est exactement la même chose. Il y a dans chaque tracé, dans chaque geste que l'on va faire, mais c'est ma propre liberté que je cherche, c'est ma propre liberté que je construis, œuvre après œuvre, après œuvre, après œuvre, en fait. Et cette liberté, c'est quoi? C'est de se retrouver soi-même, finalement. C'est ça, la seule liberté. C'est d'être en parfaite connexion, en parfaite transparence avec soi-même. Et les grands musiciens, on les reconnaît parce que, je ne sais pas si vous avez déjà assisté à des concerts de grands jazzmen, mais on a l'impression qu'ils sont connectés directement au Dieu de la musique, parce que tout le discours est cohérent, tout ce qui va à côté, on sait que c'est à côté, mais on comprend pourquoi c'est à côté. C'est ce qu'on appelle la note bleue, justement. On comprend parce que, harmoniquement, ils savent ce qu'ils font. Vous voyez? Donc, la liberté n'est pas simplement le fait de jeter de façon hasardeuse des choses dans l'espace. La liberté est quelque chose qui se construit, et je crois qu'il se construit de façon extrêmement consciente et de façon extrêmement réfléchie, justement. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Là-bas. Merci beaucoup pour cette présentation qui vraiment c'est très impressionnant. J'ai plusieurs questions que je vais dire très vite pour tous les placer en même temps. Premièrement, quand vous avez parlé donc de cette dernière phase où vous préférez des formats hauts pour mettre le regard vers le haut, est-ce que ce sont des toiles, comme vous le montrez ici, quand même très larges, ou est-ce que c'est vraiment des hauts formats étroits, comme vous avez montré avec la série des portes? Et ma question, en fait, elle vise vers le côté, est-ce qu'il y a en fait une continuation de votre inspiration de l'art asiatique, qui, eux, pour leur paysage, avaient très souvent des hauts formats, en fait, qui ont aussi eu en fait, centré la concentration et le regard vers la profondeur de l'image d'une certaine manière. La deuxième petite question, et je vais m'arrêter après, c'est dans vos papiers où vous avez décrit ce procès très rapide qui ne permet pas de revenir dessus. Combien vous avez des essais qui ne fonctionnent pas? Est-ce qu'il y a des papiers que vous jetez parce qu'en fait, la concentration de l'image ne fonctionne pas à la fin dans cette composition et vous le mettez de côté comme pas réussi? Merci. Vous voulez que je réponde à la deuxième ou la première en premier? Les deux en même temps? Évidemment que le rapport à l'espace dans la culture orientale est quelque chose qui me touche énormément. Parce que c'est un rapport décentré. Parce que la façon dont l'espace est dicté, dans la façon dont il est proposé, c'est toujours de façon dynamique. C'est toujours de façon, comment dire, oui, décentrée. Et je crois que dans la syncope dont je parlais, dans ce qu'on appelle, je ne sais pas si on dit, mais le bigidi, c'est-à-dire le mantier tombé, c'est belle pas. C'est-à-dire que on fait un pas, on va tomber, mais en fait, il y a une sorte de beauté dans cette espèce de ratage, finalement. Et bien, cette syncope, ce côté un peu pas droit, ça m'intéresse. Et je crois que c'est dans cette dynamique du geste
qui soit en syncope, eh bien, c'est cette façon de créer l'espace qui m'intéresse. Et c'est vrai que dans la vision orientale de l'espace, il y a un peu ce côté, un peu, voilà, ce qui est important n'est pas forcément au centre. Quand vous regardez les vues du mont Fuji, eh bien, le mont Fuji, il est là, mais l'espace qui est autour est toujours un peu décentré. Je veux dire, le centre est souvent vide, le centre de la toile, voilà. Et donc, ce regard, non, le regard du haut en bas, c'est simplement parce que je veux revenir à cette idée de quand je suis dans le fond de mon fond, là, en bas du monde, et que je regarde en haut, eh bien, j'apprécie l'espace, non pas comme ça. Je l'apprécie vraiment d'en bas vers le haut. Et donc, je voulais retrouver ça dans la peinture. Et puis, pour la série 64, évidemment qu'il y a des choses que je ne garde pas. Parce que côtoyer le hasard, c'est quelque chose de périlleux. Hein. Des fois, ça se passe bien, et puis des fois, ça se passe pas bien du tout, parce que on peut pas tout contrôler. Donc, on pense que certaines choses vont se dérouler, que ça va se mélanger avec ça. On subodore, je veux dire, mais on n'est pas sûr. Donc, mais j'aime bien cette idée, toujours par rapport à la culture orientale, mais je crois que c'est quelque chose que j'aime beaucoup. J'aime cette idée que l'artiste, c'est un spécialiste de sa matière, c'est-à-dire c'est un spécialiste de son propre corps, surtout. Et je crois que il faut travailler sur son corps, sur ce délinéament de muscles, de peau, de parties qui ressentent, qui touchent, qui ressentent. Ça, il faut comprendre comment ça marche pour sa pratique elle-même. Il faut savoir comment son corps réagit, comment on est dans son corps, comment on marche, comment on a mal au dos, effectivement, parce que ça fait partie de la démarche. Donc, je crois que oui, ça ne marche pas parce qu'effectivement, la création, c'est quelque chose d'infini. On n'aura jamais d'une vie pour tout comprendre. Mais je crois que j'en jette de moins en moins parce que je pense qu'après 20, 25 ans, 30 ans de peinture, je pense que je suis arrivé à une petite maîtrise du geste, mais qu'il faut répéter tout le temps quand même. Je ne sais pas si j'ai répondu à vos questions. Yes. Pardon, excuse. Merci. Merci beaucoup pour tout ce que tu as dit et pour tout ce que je découvre chaque fois qu'on est, que tu nous fais partager ton expérience. En fait, il y a une question que je voudrais poser, mais je ne sais pas comment la poser. Parce qu'il y a des musiciens... Enfin, je vais essayer d'être claire. Quelqu'un comme Paul Klee, par exemple, qui a fait Ad Parnassum, il a été lui aussi très influencé par l'écriture contrapuntique. Et il est arrivé à cette idée qu'on pouvait faire un parallèle entre l'écriture musicale et l'écriture picturale. Mais son traité, il n'a pas été... on sait ce qu'il est devenu. Et là, je me dis, dans ta peinture, tu essayes d'apporter une solution qui est hyper intéressante dans cette relation, comme si tout d'un coup, la peinture pouvait être, elle aussi, sujette à des lois d'harmonie. Alors, est-ce que c'est possible ? Oui. C'est-à-dire que, voilà encore quelque chose, voilà comment une idée peut générer un contenu sensible, en fait. Parce que je pense que oui, c'est possible. Moi, je pense que oui, ce rythme qui fait partie de tout ce qu'on vit, de toutes nos musiques, cette syncope qui fait partie du belay, du gros-ka, du zouk, de tout ce qui nous, cette façon de nous projeter dans l'espace, eh bien, cette transposition-là de ces rythmes syncopés peut générer de l'espace, génère de l'espace. Et c'est cet espace-là que je veux transposer en peinture. C'est-à-dire que ce n'est pas un espace qui serait né d'une convention qu'on connaît, premier plan, perspective et tout ça. Non, c'est un espace qui serait né vraiment de la mise en rythme des couleurs. Voilà, en fait. Voilà. Oui, mais je vais rebondir sur la question de Lise, parce que dans la série donc des fugues, j'avais une référence qui m'est venue tout de suite, c'est Fugenrot, Fugue en rouge, de Paul Klee. Ah oui. Et c'est une image de la peinture. Et toi, quand j'ai vu les fugues, j'ai dit, mais c'est nettement différent parce qu'il y a quelque chose qui se passe. Je me demandais si tu entendais la musique comme une fugue
quand tu peins une fugue. Voilà, j'essayais de simplifier au maximum ma question. Oui, alors, justement, qu'est-ce qui me permet, le mot fugue, l'idée de la fugue, me permet de mettre la couleur différemment que si je pense paysage ou bien espace dans un paysage. C'est-à-dire que je m'autorise à mettre des traces que je pense comme par exemple la basse, c'est-à-dire la basse qui tapisse souvent, qui fait la charpente du morceau, cette basse qui va donner une charpente au-dessus de laquelle, ou du moins sur laquelle va s'étager des petites lignes rythmiques, et tout ça va créer un espace qui se répond, et qui échange alors, souvent, ça peut échanger des rythmes, ça peut échanger des nuances, voilà. Et en fait, c'est une idée de l'espace que ça me permet d'avoir. Une autre idée de comment penser l'espace quand je le pense en termes de construction par rapport à la fugue, en fait. Et donc, ce n'est pas une fugue que je mets en peinture. C'est la façon de procéder de l'écriture contrapuntique dans l'espace de la partition, qui crée un espace musical, hein, en distribuant les motifs musicaux. Eh bien, ce processus-là, comment le réinterpréter en peinture. Et donc, du coup, ça donne une autre vision de l'espace. Mais ceci dit, la fugue n'est pas loin de notre musique, parce que c'est ta, tout, tac, tac, papa, tu t'écris. On a de la syncope, on a des choses qui se recoupent, et c'est ça qui fait notre musique. Qu'est-ce que tu as dit? Oui. Pendant que tu parlais, je disais que c'est là que se joue ton alphabet à toi. Et il y a un mot qui me taraudait depuis le début de ce que tu dis, c'est la manière dont ton travail s'auto-référencie. C'est-à-dire, c'est comme si tu as laissé tout ce que tu savais de ce qu'était le paysage, la peinture classique et tout, et que tu étais plongé dans ton monde, et que c'est ce monde-là qui générait ton espèce d'alphabet personnel. Et d'œuvre en œuvre, tu nous proposais les possibles de cet alphabet que tu mets en place. Et puis il y a une deuxième chose qui me vient à l'esprit, c'est l'idée chez les Japonais du geste juste et de la mesure juste. Et je crois que ce qui fait, en tout cas, la boucle, c'est la première rencontre avec ce fameux livre. Et puis aujourd'hui, le fait que tu, entre guillemets, te détaches de tout cela, mais que tu es dans justement cette espèce de rigueur du geste qui te permet, dans cette autoréférenciation, à la fois de mettre le corps et de mettre ce corps dans une musicalité et dans l'étendue des possibles gestes. Et c'est ça qui me... Pendant que tout ce que tu disais là, j'étais en train de me dire, il y a quelque chose là qui aujourd'hui, tu as trouvé tes gammes, quoi. C'est-à-dire que tu sois obligé de mettre en place ces petits morceaux comme on joue sa gamme, et puis ce passage à l'acte dans le très grand, du bas vers le haut, mais c'est la question que tu lui poses au début. C'est ce petit garçon qui regarde ce paysage et qui est dans cette étendue qui va du bas, du fond du monde, en haut du ciel, quoi. Et c'est ça que tu retrouves aujourd'hui après 25 ans, tout simplement. Elle est forte, hein. C'est absolument ça. Je te remercie. Ça me touche beaucoup, tout ce que tu viens de dire. Et non, j'irai plus loin dans la recherche du geste juste. Je ne sais pas si tu es là quand je dis ça, mais maintenant, j'essaie vraiment d'aller vers une sorte d'économie où, chaque fois que je trempe le pinceau, je ne le retrempe plus jamais. C'est-à-dire que tout geste est le geste d'un seul geste, en fait. Voilà. Et que tout se construit à partir d'un seul geste qui épuise la charge de peinture qu'il y a dans le pinceau. Et je m'interdis le repentir. Voilà. Et c'est l'importance de la mémoire du corps. Absolument. Et je crois qu'il y a, en ce moment, il faudrait qu'un jour, les artistes, on discute justement. Surtout pour ceux qui travaillent depuis plus de 25 ans, 30 ans, 60 ans de pratique. Il y a cette mémoire du geste
qui est plus important que la fabrique de l'œuvre. Mais bien sûr. Et c'est ça, c'est-à-dire que on se rend compte qu'on n'est plus dans l'urgence. Et le fait d'avoir ton atelier aujourd'hui fait qu'il y a le moment où tu vas accepter de peindre et il y a le moment où tu vas rester dans l'atelier et être dans le regard de ce lieu-là. Tu as parlé de silence, tu as parlé, mais tu as besoin d'être là-dedans. Parce que tu es dans cette mémoire du corps, dans cette mémoire des gestes qui, sur la toile, sont juste là où il faut. Et je pense qu'il faudra un jour qu'on puisse discuter tous de cela. C'est-à-dire dans cette économie de moyens qu'on met en place. Et plus on va, on n'est plus dans les bavardages. On est dans véritablement l'économie de moyens, l'économie de matière, de matériaux, d'outils, pour trouver justement ce geste juste. Voilà. Ouais, merci. C'est par rapport au geste, en fait, et par rapport à ce que tu as dit, et cette espèce de rencontre qu'il y a entre ton rapport à la nature et ce qu'on retrouve chez Zaouki. C'est-à-dire, il y a presque le geste du calligraphe et d'osmose avec la nature, qui fait qu'on est presque dans une pensée, je ne sais plus, pas animiste, mais comme le Tao, où enfin, ils ont une pensée de la nature qui n'est pas du tout rationnelle ni construite comme dans l'esprit occidental. Et le fait que tu ne recharges pas ton pinceau, tu es dans l'écriture, dans le souffle. Et là aussi, il y a cette rencontre entre cet esprit peut-être asiatique ou oriental et c'est cette rencontre, et c'est la nature en fait qui vous unit. Je trouve ce rapport à la nature qui est très fort. Oui. Alors ce que tu dis, je rebondis dessus, c'est très important parce que au bout d'un moment, je me suis dit, Malin, mais arrête de penser je suis devant le tableau et puis je fais, et puis c'est tout. Et puis c'est tout. Parce que tout ça, ça a déjà été mâché, avalé, et en fait, il ne reste plus que la qualité de présence, en fait. Et à certains moments, pour vous dire, c'est que quand je peins, je ne regarde pas le pinceau. Quand je peins, je regarde où va aller le pinceau. Mais je ne regarde pas le pinceau en train de peindre. Je regarde là où il va aller. Et en fait, ce n'est que mon corps dans la danse, dans sa signature corporelle sur la toile, ce n'est que les traces de cette signature, finalement, au bout d'un moment. C'est-à-dire, ce n'est pas quelqu'un qui écrit non. Je regarde le chemin que va prendre le pinceau parce que je sais que mon corps dans cette danse, elle est la même danse. C'est la même danse que je danse quand je suis dehors dans mon jardin et que je regarde les fleurs et que je prends le temps de bien prendre le temps de regarder. Eh bien, c'est cette qualité-là que j'essaie de retrouver à chaque fois dans la peinture. Donc, effectivement, économie de moyens, simplement se remémorer des postures qui nous ont marqués et qui ont généré une poétique du geste, en fait. Bonsoir Alain. Bonsoir Ernest. Ça fait un bout de temps que je t'attendais. Ça fait très longtemps qu'on ne s'est pas vu. C'est vrai. Qu'on n'a pas eu l'occasion d'échanger. Bon, ce qui me paraît important dans ce que j'ai vu ce soir, il y a toute la première partie de ton travail où c'est traversé par quelqu'un lorsque tu étais jeune étudiant qui était déjà Zaouki. Et cette réflexion qui t'a amené à prendre cette distance me paraît extraordinaire. Tout simplement parce que là, tu es confronté à quelque chose dans la première partie de ton travail, à ce que j'appelle le réel. Bon. Mais le réel, c'est ce que tu dépasses aujourd'hui, parce que c'est pour les artistes, c'est vraiment un problème, aujourd'hui, notamment dans l'art contemporain. Comment se distancier du réel? Parce que pour moi, le réel n'existe pas. J'ai des doutes sur le réel. L'exemple que je donne souvent à mes jeunes étudiants, c'est que je donnais à mes jeunes étudiants, c'est que l'exemple de la couleur. En réalité, les objets n'ont pas de couleur.
Ce sont des ondes électromagnétiques qui réfléchissent sur des matériaux qu'il faut que nous le percevons. À partir de ce moment, j'ai un doute avec le réel. Et je pense que l'artiste, justement, ce qui me semble important pour lui à nous donner à voir, c'est justement la création de nouveaux réels. Et ce nouveau réel, ce qui est intéressant, c'est finalement, tu l'as dit à un moment donné, c'est tu donnes à voir une présence. Et cette présence, elle est questionnante. Elle est extrêmement loin du réel. C'est-à-dire qu'il y a une réinvention, il y a une distance, parce que le réel, c'est quoi? C'est une convention admise par l'ensemble des hommes, ce que nous voyons est le réel, mais personne ne sait. Le réel se déplace, il nous fuit en permanence, et je pense que c'est intéressant. Et c'est cette distance qui me paraît véritablement quelque chose de capital. Tu nous offres une nouvelle aventure, une nouvelle perception qui est une aventure du regard, hein, qui est une expérience du regard. Et là, ces formes qui sont ce que j'appelle, je suis confronté à ça aussi, à des indéterminés. Ces indéterminés nous amènent une espèce de trouble de la vision, une espèce de trouble du regard. Et c'est là où je pense que c'est intéressant dans ton travail, parce que c'est la question que posent aujourd'hui les artistes contemporains. Et ça me semble quelque chose de fondamental, et je me réjouis de voir ça. Puis là, la deuxième observation, c'est dans la première partie de ton travail, on voit tout le combat qu'il y a face aux conventions de l'espace, par exemple, la profondeur, etc., le premier plan, etc. Aujourd'hui, ça me rappelle beaucoup les peintures asiatiques anciennes, où justement les foncés et les clairs nous donnent justement cette notion d'espace, mais qui est non conventionnelle. Alors, il y a peut-être une convention, comment dirais-je, asiatique à l'époque, très certainement, mais dans le cheminement que tu as fait, tu as pris cette distance et tu as trouvé cette manière de nous montrer, je dirais, une vision de l'espace. Et c'est ça que je trouve passionnant dans ce tout nouveau travail que nous présentons. Merci beaucoup, Ernest. Je voudrais signaler, parce que je ne l'ai pas dit à l'introduction, c'est Ernest Broller qui m'a appris à peindre. Je n'ai pas appris à peindre dans les 3 ans que j'ai passé à Bordeaux. J'ai appris à peindre dans les 2 ans que j'ai passé à l'ERAPM avec ce monsieur qui était mon professeur de couleur. Voilà. Donc, c'est un peu grâce à toi que les choses en sont arrivées là. Oui. Une de mes interrogations, c'est de savoir quelle est la part du singulier et, de façon plus générale, dans le processus créatif, ce qui est le propre de toute vie artistique. C'est-à-dire que quand je fais la comparaison avec des musiciens, notamment des musiciens de jazz, quand on prend de très grands musiciens comme John Coltrane ou bien Miles Davis, tous, à un moment donné, en fin de carrière, disent leur souhait d'arriver à tout dire en une note. Et à la fin de sa carrière, Miles Davis le disait, c'est-à-dire le musicien florissant qu'on connaissait, était devenu hyper sobre, c'est-à-dire peu de notes et tout dire. Et plus récemment, pour prendre un exemple très contemporain, celui de Mario Canonge, on sait que c'est un virtuose, et dernièrement, dans une interview, il disait qu'un de ses rêves, ce serait d'arriver à tout dire en une note. Et donc, ça rejoint certaines choses que j'ai entendues ici, et je me demande si, là où on voit un cheminement créatif singulier, ce qui est légitime, il n'y a pas simplement un processus de maturation et, disons-le, même si c'est un mot qu'on n'aime pas, de vieillissement. Est-ce que vous ne devenez pas vieux, tout simplement? Mais... C'est dit gentiment. Hein. Mais je veux te dire que je deviens vieux, puisque je ne peins plus au sol, parce que c'est mal d'eau à répondre. Donc, oui, mais ça fait partie. Et c'est ça l'intéressant dans ce qu'on appelle la poétique, c'est-à-dire que ces choses qui sont de l'ordre du contenu, voilà, des petites choses banales, des choses qui arrivent à l'humain, mais ont des répercussions dans le travail. Et il ne faut pas les prendre comme des petites choses qui ne sont pas importantes. C'est très important. Tout est important. Tout est important. Tout est important. Je m'interdis, par exemple, de regarder des films d'horreur à la télé. Je m'interdis de... Parce que je me rends compte que ceux qui passent là passent là à un moment donné. Ceux qui passent là à un moment donné. Sans le savoir. Donc, il y a aussi une ascèse
à avoir, une éthique, une économie à avoir de son propre corps, dans la façon d'être au monde. Parce que ce qu'on donne à voir, c'est pas n'importe quoi, c'est des choses qui vont toucher les gens. C'est des choses qui vont faire les gens se poser des questions. Donc, il faut être très sérieux. Voilà. Pour moi, l'art, c'est quelque chose de très sérieux. Même si c'est très libre, mais c'est très sérieux, en fait. Et donc, je crois que ce que tu dis, la concentration sur une seule note, mais c'est ce dont je parlais, c'est simplement l'extrême qualité de la présidence. Il y a un fameux concert de Miles Davis qu'il donnait en 1989 à la Villette. Bon, tout le concert, c'est des pains, il n'en met pas une dedans, enfin, tout est à côté. Mais alors, même les notes qui ne sont pas bonnes, enfin, sont d'une beauté. Parce que toutes ces notes sont habitées. Parce que toutes ces notes, même si elles ne sont pas là où il fallait le faire, mais elles sont dites avec cette profondeur de toute cette pratique de la trompette, de toutes ces expériences qu'il a eues, eh bien, toutes ces notes sont concentrées dans chaque note, toute cette expérience-là. Et c'est ça qui fait la profondeur, qui fait la présence d'une couleur ou d'une note, parce qu'elle n'est pas simplement chargée de pinceau de couleur. Le pinceau est chargé aussi de cette expérience de la couleur. Donc oui, effectivement, quand on prend de l'âge, forcément, mais c'est naturel, hein, on met l'énergie, le peu d'énergie qu'on a vers l'essentiel. Je ne sais pas si c'est vraiment une question, parce que je voudrais juste contredire un petit peu pas l'essentiel, mais cette réduction à une seule note, parce que je trouve que votre travail, il est tellement persuadant par l'abondance, en fait, que vous arrivez à formuler, l'abondance que vous avez dit avoir vécue, et de la nature, que je vois comme une caractéristique, une particularité des Caraïbes, et surtout une abondance qui, dans le temps des colons, etc., dès qu'ils ont étudié la nature des Caraïbes, tout ce qu'ils ont fait, c'était prendre une seule image, prendre une seule plante, mettre une seule fleur sur un papier. Ils ont essayé de cultiver et de mettre en unité toute cette abondance que j'imagine les a surménagés, si on peut dire ça. Et donc, votre travail, d'une certaine manière, c'est vraiment la contradiction de cette unité, de mettre en petites pièces cette nature qui est tellement abondante. Et je trouve que sur ce côté-là, même si vous réduisez les gestes, c'est quand même l'abondance que vous montrez, en fait. Donc, c'est le contraire, d'une certaine manière. Alors, il faut aller à Rivière-Pilote, il faut aller à Rigal, il faut descendre dans le fond entre les deux mondes. Et je crois que c'est un des espaces en Martinique où, avec les années, la nature a pris encore plus d'espace. Moi, j'ai connu des petits jardins que je voyais en face, là. Il n'y a plus de jardin maintenant, il y a des appâts en tout. Non, je parle de ma nature. Je parle de mon pays. Je parle de ce que j'ai vu. J'essaie de lui donner, effectivement, une dimension. Non, je parle sincèrement de ce que j'ai vécu et c'est de ces sensations-là que je tire mon vocabulaire pictural. C'est-à-dire que ma réalité picturale, elle est née des sensations que j'ai eues de cette réalité-là, en fait. Mais c'est de là que je puise ce que vous voyez là, les taches, les traces, ce sont peut-être des branches, mais je ne sais pas, c'est des traces de peinture. Ce sont peut-être des morceaux de terre, mais c'est aussi de la peinture. Ce sont peut-être des feuillages, mais c'est aussi de la peinture. C'est peut-être le ciel, mais je ne sais pas. Mais en tout cas, ce sont des éléments qui sont là et que je reprends, avec lesquels je fais ma réalité picturale. D'accord ? Et puis, effectivement, parce qu'on le voit, quand on expose ici, bon, les gens d'ici voient les choses d'ici, mais quand on commence à exposer à l'extérieur, on voit bien que comment le regard est une chose éminemment culturelle. Et les gens voient des choses, évidemment que moi je ne vois pas. C'est pour ça que c'est très important, en tout cas pour moi, de rester très fidèle à cet espace-là. Et j'y reviens tout le temps parce que, justement, c'est ce qui fait ma contemporanéité. C'est de ne pas être en porte-à-faux avec l'espace que je contiens en moi-même. Et au contraire, à toujours chercher à clarifier ce rapport, de plus en plus clair. Et en fait, l'économie de moyens n'est pas, effectivement, dans l'abandon du côté important de la nature, c'est simplement dans la clarification de ce rapport. C'est ça le cheminement. Autre question ?
ou remarques? Oui. Bonsoir à tous. En fait, c'est pas une question, c'est juste une petite citation. Vous disiez tout à l'heure qu'il faut être très sérieux. C'est juste pour rebondir sur cette histoire de très sérieux. Ça me rappelle une phrase de Cédric Villani, qui est ancien homme politique, qui est Medal Fields, qui est aussi Medal Fields, c'est-à-dire l'équivalent du prix Nobel de mathématiques. Il disait, il faut tout faire. Mais c'est Cédric Villani. Il disait, il faut tout faire avec le plus grand sérieux, sans se prendre au sérieux. Donc ça rebondit un peu par rapport. C'est juste cette petite remarque que je voulais faire. Oui. Alors, non, mais c'est très important. J'ai participé à une discussion en Guadeloupe il n'y a pas longtemps qui posait la question du est-ce que l'écriture poétique c'est une sorte d'inspiration divine ou bien est-ce que c'est moi je crois vraiment à la force du travail. On n'en fait pas souvent, on n'y fait pas souvent référence, mais pour arriver à ça, il faut beaucoup travailler. Il faut beaucoup travailler. Il faut travailler parce que seul le travail nous permet de comprendre qui on est. Seul le travail nous permet de transformer notre espace, mais de nous transformer nous-mêmes. Parce que si on ne travaille pas, on ne connaît pas ses limites. On ne connaît pas aussi l'infini qu'il y a en nous. Parce que le travail amène à d'autres choses, qui nous mènent encore à travailler, à chercher. Et je crois que, sincèrement, dans ce rapport-là, à l'œuvre, le travail est libérateur. Le travail est ce qui va nous permettre de nous libérer nous-mêmes de notre propre enveloppe. Parce que la peinture, l'œuvre d'art nous donne une autre dimension, une autre façon d'exister. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est Souillot qui le dit. On donne vie à des choses qui existent vraiment, mais qui sont autant de nous-mêmes. Donc vous imaginez comment on multiplie notre façon d'être au monde parce que nous donnons vie à des choses qui existent effectivement et qui sont autant de réplications, ou en tout cas de multiplication de notre propre être sensible. Et je trouve ça formidable comme information sur nous-mêmes. Donc oui, il faut travailler. Autre question, remarque? Très bien, on va rester sur cette excellente remarque de Alain. Ce qui importe, c'est le travail. La passion du travail, d'accord. Merci. Vous pouvez applaudir Alain. Merci beaucoup. Voilà, vous pourrez réécouter l'intervention d'Alain d'ici quelques jours sur YouTube, puisque toutes les rencontres qui sont faites ici font l'objet d'une captation, et la captation ensuite se retrouve sur YouTube. Donc il vous suffit par exemple de taper YouTube Victor Anisset, et puis vous aurez la communication de l'autre jour, vous tapez YouTube Abdafai, ou etc., etc. Et là vous taperez YouTube Alain Joséphine, et vous tomberez sur la communication de ce soir. Voilà, comment ? Voilà. Bon, oui. Ah, attends. Oui, bonsoir. Bon, moi, je suis fascinée. Je voudrais qu'il y ait d'autres personnes qui soient fascinées aussi. Est-ce que vous allez faire une exposition, soit à l'Atrium, soit chez Bernard Ayotte? J'attends que Bernard m'appelle. Il n'y a pas de problème. Non, j'ai exposé il y a quelques années à l'Atrium. J'ai la chance de travailler avec une galerie à Londres qui me fait vraiment voyager un peu partout. Donc mes peintures sont plus effectivement à l'extérieur qu'en Guadeloupe ou en Martinique. Je vais juste donner 2 œuvres pour le marché de l'art chez Clément en juin. Donc il y aura des peintures là. Mais c'est... Faire une expo, oui, c'est bien, mais il faut que ça c'est un travail, voilà, qui doit
il faut que ça soit cohérent, il faut qu'il y ait des questionnements intéressants, il faut que... mais évidemment que exposer dans mon pays, pour moi, c'est très important. Et j'espère que bientôt, je pourrai accrocher sur des cimaises au pays des peintures d'Anne-Joséphine, oui. Voilà, écoutez, merci d'être venu à cette rencontre. Et puis, je vous donne rendez-vous bientôt. La date n'est pas encore fixée. Mais je vous souhaite en attendant une excellente soirée. Et puis, à très bientôt. Au revoir.